Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Hebdo. Vous êtes bien sur les chaînes parlementaires et nous sommes à Strasbourg, au cœur du Parlement européen. Oui Katia, et dans la partie magazine de cette émission, nous irons au Portugal sur le barrage d'Alqueva, un barrage qui a été financé en très grande partie par des fonds européens. Actualité économique cette semaine, reprise ou récession, à quoi la zone euro doit-elle s'attendre? C'est la question de la semaine. En ces temps d'austérité générale en Europe, sa parole vaut de l'or. Depuis les hauteurs de Davos en Suisse, où se réunissaient les grands argentiers de la planète, Mario Draghi a parlé. Le président de la Banque centrale européenne fait souffler un vent d'optimisme sur la zone euro. À la BCE, nous estimons que la situation économique est en train de se stabiliser à des niveaux très faibles. Et nous nous attendons à une reprise au cours du second semestre de cette année. Les premiers signes sont là. Regain de confiance des ménages et des investisseurs, exportation à la hausse, taux d'intérêt légèrement à la baisse et surtout, avis de grand calme sur les marchés. Mais pas si vite. L'embellie n'est pas contagieuse. L'Allemagne mise à part, la plupart des économies européennes sont toujours dans une situation difficile. Le chômage atteint un nouveau record, 11,8% dans la zone euro et continue de faire des ravages en Europe du Sud, Grèce, Italie, Espagne où un actif sur 4 est sans travail. Au plus fort de la crise, Mario Draghi avait joué un rôle central en rachetant massivement les dettes des pays malades. Aujourd'hui, la menace d'un effondrement général de la zone euro est loin, mais la croissance, pas encore là. Voilà, des signes, des indices, des indicateurs contradictoires. Comment les interpréter? On en parle justement avec notre invité qui va nous apporter son éclairage. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, membre du groupe des démocrates et libéraux pour l'Europe, vice-président du MoDem et vous êtes aussi économiste, ancien président du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, un poste que vous avez quitté pour vous consacrer à plein temps à votre mandat européen. Alors Mario Draghi, auguste président de la Banque centrale européenne, parie, lui, sur un retour prochain de la croissance. En tout cas, il pense qu'il y aura une reprise. Est-ce que il y a effectivement des raisons d'espérer cette reprise ou pour vous, c'est une méthode couée pour rassurer les marchés? Non, il y a deux facteurs qui incitent effectivement à ce qu'il puisse y avoir une reprise. Premièrement, c'est le fait que l'économie américaine effectivement redémarre et c'est le fait aussi que les autres économies internationales, je pense à l'Afrique, à différents autres endroits du monde, sont aussi en train de repartir. Mais je trouve extrêmement dangereux que l'Europe soit à attendre sa propre croissance de la croissance des autres. Parce que pour ce qui est de l'Europe elle-même, c'est-à-dire sa capacité productive, de sa capacité à générer de la croissance par ses forces internes, là malheureusement nous sommes à l'arrêt, il faut le dire. Cette année, l'économie européenne est à l'arrêt. Donc si reprise il y a, je ne suis même pas sûr qu'elle intervienne au deuxième semestre de cette année, comme le dit Mario Draghi. Bon, elle finira évidemment par revenir un peu, probablement en début 2014, mais je ne suis pas aussi optimiste que Mario Draghi, même si pourtant je reconnais que grâce à lui, nous sommes aujourd'hui dans une situation bien meilleure qu'il y a un an à la même époque, et ça c'est à cause de l'euro, ce n'est pas la question de la croissance économique. De quoi dépend cette croissance? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les économies puissent espérer une meilleure santé? Il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on ait fini ou à peu près fini l'aspect le plus drastique de la diète et la sévérité interne au niveau de la zone euro. Alors, il y a encore cette année, nous sommes probablement dans l'année la plus difficile parce que les plans de rigueur dans les différents pays de la zone euro sont maximum cette année. Et puis deuxièmement, il faut qu'on relance l'activité économique. On ne peut la relancer que de deux façons. Par l'innovation, premièrement. Et là, l'Europe a un rôle à jouer. Et il se trouve qu'on est en plein en ce moment, vous le savez, dans le débat sur le budget européen. Et il faut qu'il y ait, dans le budget européen pour les années qui viennent, des marges de manœuvre qui permettent de relancer des initiatives de croissance. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut que l'Europe joue beaucoup plus ensemble. Il faut par exemple que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie ne mettent pas d'abord leur priorités économiques dans des éléments de politique nationale, mais sont capables de fédérer leur énergie. Je vous donne un exemple.
Par exemple, les trains à grande vitesse. Il faut enfin que les Allemands avec Siemens, les Français avec Alstom soient capables de fédérer leurs forces pour refaire, pour les années qui viennent, ce qu'on a fait avec Airbus il y a quelques dizaines d'années. Tant que nous n'aurons pas une logique à la fois commune dans l'effort et puis de dégager des marges de manœuvre en faisant des économies sur les budgets de fonctionnement pour avoir des dépenses d'investissement, la croissance ne repartira pas vraiment. Alors on parlait de l'euro. François Hollande, devant les députés européens, a relancé le débat sur l'euro. La France aimerait bien qu'il soit moins fort. On a l'impression qu'elle est la seule à le penser. Non, tous les pays qui sont des pays qui ne sont pas aussi exportateurs, j'allais dire, que l'Allemagne, ont intérêt à ce que l'euro soit moins fort. Il est exact que l'Allemagne en tire un bénéfice parce qu'elle arrive à vendre ses exportations, quel que soit le prix, parce qu'elle est très très bonne dans les exportations, mais il faut effectivement que l'Europe soit moins fort. Alors, je précise néanmoins que, vous savez, les monnaies, c'est des logiques comparatives. Si l'euro est trop fort, ce n'est pas uniquement parce qu'il est trop fort en soi, c'est aussi parce que les autres monnaies sont trop faibles. Mais nous devons aller, et ça c'est un vrai chantier, dans un système monétaire mondial dans lequel on mette fin à ces disproportions de parité, parce que, en tout cas, le taux de l'euro aujourd'hui n'a pas de signification économique réelle par rapport à la force de l'économie européenne. Il est plus fort que ne l'est l'économie européenne. Mais en attendant de convaincre les Chinois, les Américains de se concerter sur des taux de change, que peuvent faire à leur échelle les Européens? Est-ce que le Conseil européen peut décider d'un taux de change qui serait plus Bien sûr que non. Les banques centrales européennes sont... Les banques centrales du monde sont indépendantes, même si elles ont pris en compte des contraintes de croissance qu'elles n'avaient pas avant, et c'est une très bonne chose. Mais bien sûr que les politiques et les gouvernements ne peuvent pas dire on va dicter de cette façon-là le cours de l'euro. Par ailleurs, la Banque centrale européenne a inondé le marché de liquidités pour justement permettre que les banques ne fassent pas faillite et même que les États les plus faibles ne fassent pas faillite. Seront les centrales, mais elle a inondé de liquidités. Donc elle ne peut plus tellement, en inondant de liquidités, faire baisser l'euro. Donc il est incontestable que les cours des différentes monnaies devront se faire par des concertations internationales. Mais nous avons des possibilités de le faire, parce que de l'autre côté, regardez avec les États-Unis, on est en train de commencer à négocier un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Là, la question de la parité des monnaies entre également en ligne de compte. Et on en reparlera sûrement d'ici là. Absolument, merci beaucoup. J'en suis sûr. Merci Robert Rochefort d'avoir été avec nous. On vous laisse repartir dans l'hémicycle parce que vous êtes très pressés. Et nous, on poursuit cette émission. Place tout de suite au zapping des télés européennes avec bien sûr le discours de François Hollande à Strasbourg. Sa position sur le budget était attendue. Devant les députés, François Hollande dégaine une formule choc. Faire des économies, oui. Affaiblir l'économie, non. François, je t'ai compris. Le changement, c'est maintenant. Alors allons-y tout droit, chiche et banco. Et ne nous racontons pas d'histoire entre nous, même s'il y a beaucoup de spectateurs. Le montant des chèques et des rabais doit cesser d'augmenter. Mais pour l'avenir, de véritables ressources propres seront indispensables. Un compromis est possible, mais il doit être raisonnable. That is its history. It's first and foremost a political will. It's a commitment in which everyone accepts the balancing out of rights and obligations, where the rules are abided by, where confidence creates solidarity. Enfin, l'Europe est un continent où la croissance est trop faible, où un chômage de masse révèle la profondeur de la crise, qui n'est pas seulement, comme on l'a dit, une transition passagère, mais une mutation profonde. Voilà pour ces quelques extraits du discours de François Hollande dans l'hémicycle de Strasbourg. Pour en parler, nous sommes avec un correspondant, Ray Colgan. Bonjour. Vous êtes le correspondant au Parlement européen de la radio-télévision irlandaise, RTE, E comme Erin en gaélique. Félicitations pour votre gaélique. Merci. Alors, revenons à ce discours qui était quand même une première pour un chef d'État dont le pays ne préside pas l'Union européenne. Comment est-ce que ce discours a-t-il été interprété et reçu dans votre pays, en Irlande ?
Évidemment, c'est un important lien entre les gouvernements et le Parlement ici à Strasbourg, mais il faut aussi parler du contenu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il parlait de la solidarité, chouette. Il parlait il a expliqué que l'austérité sans arrêt est hors du question. Ça, c'est superbe aussi. Il a aussi défendu la situation de Strasbourg comme la capitale européenne qui va provoquer certainement la plupart des membres du Parlement, sauf ceux qui viennent d'Alsace ou d'Allemagne de l'Ouest. Mais d'un point de vue du contenu, des choses exactes, des choses précises, pas beaucoup dans ce discours. Pas beaucoup dans ce discours, à mon avis. Alors, il a fait des promesses quand même. Il notamment suggérait une grande réforme des institutions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? Ok, franchement, je vais partager un secret maintenant. Si vous voulez comprendre la vie irlandaise sur n'importe quel sujet en Europe maintenant, il faut prendre en compte deux mots-clés. Dette bancaire. Donc, on a entendu réforme, on a entendu solidarité, mais sans vraiment des chiffres et des suggestions sur ce point-là. Et des sous aussi peut-être pour financer. Exactement, exactement. D'un point de vue rhétorique, il y avait certainement des choses très positives dans ce discours, mais comme beaucoup des autres pays en difficulté, on a de plus en plus l'impression que les décisions sont prises au Berlin, pas à Bruxelles. Donc peut-être pour nous, il sera mieux si François Hollande était le chancelier allemand et pas le président de la République française, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas le cas en tout cas. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif dans ce discours fleuve? Il y avait des choses positives, mais aussi des contradictions quand même. Lesquelles, par exemple? Il a parlé, il n'a pas nommé les Britanniques, mais il commençait à parler de le danger des pays qui suivent leurs intérêts nationaux. Puis, à la fin, il parlait de Strasbourg, et Strasbourg comme la capitale de l'Union européenne. Évidemment, ça c'est très important pour la France, très important pour certains Allemands et bien sûr pour l'Alsace. Mais pour la plupart des membres du Parlement européen, c'est fou d'avoir une cirque qui quitte Bruxelles pour Strasbourg chaque mois, qui coûte des millions d'euros. Donc, il parlait des intérêts nationaux et les dangers des gens qui suivent les intérêts nationaux en dépit des intérêts européens. Et puis, il fait exactement la même chose. Donc, c'est un peu drôle. Comme beaucoup de monde. Alors, une question peut-être sur le Mali, pour terminer. Il a salué les députés européens pour leur soutien dans cette intervention au Mali. En même temps, la France est seule sur place. Oui. Moi j'étais un peu étonné par ça, parce qu'il y avait beaucoup de soutien pour l'intervention au Mali. Et beaucoup des membres du Parlement, pas seulement des membres français ou des Allemands, qui a exprimé leur gratitude pour ce que la France fait au Mali. Parce que, évidemment, si... la France est quand même toujours seule sur le terrain. La France est seule et évidemment, un problème à Mali, ça peut devenir en Afghanistan. 3 heures aériennes de l'Europe. Donc, évidemment, c'est important. Eh bien, merci, Ray Colgan, pour ce regard sur l'actualité de cette semaine. Place tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Noura Hamadi sera avec son invité. Alors, les questions budgétaires reviennent sur le devant de la scène européenne. Nous avons voulu savoir comment étaient utilisés les fonds européens donnés par l'Union européenne. Exemple avec ce reportage tourné dans le sud du Portugal, où un barrage a été construit il y a 10 ans. A-t-il tenu toutes ces promesses? Regardez ce reportage signé Elisa Bertolomé, Georgia Boucourt et Enrique Pinto Coelho. Alentejo, sud du Portugal. À l'origine de ce paysage de carte postale, le barrage d'Alqueva. Une construction de 500 mètres de long et 100 mètres de haut. Presque chaque jour, Manuel vient pêcher ici, sur ce barrage. Nous venons souvent ici parce qu'avec le barrage, la zone de pêche a augmenté. Il y a d'autres barrages dans le coin, mais nous venons plus ici, à Alqueva, parce qu'il est plus grand. Avant, il n'y avait ici qu'une petite rivière. Aujourd'hui, c'est le plus grand lac d'Europe, 85 km de long. Une réserve d'eau de 4 milliards de mètres cubes,
c'est l'entreprise Edia qui est chargée de son exploitation. Un chantier gigantesque qui a duré 26 ans et qui répondait à plusieurs demandes. La première, pour que les habitants aient de l'eau. La seconde, pour qu'il y ait de l'eau pour l'industrie. La troisième, c'est pour que nous puissions produire de l'électricité. Et puis la dernière, pour que l'eau puisse être utilisée par les exploitations agricoles. Pour faire venir l'eau du lac, un système de canaux a dû être construit. Prévu pour 2012, ce chantier ne sera terminé qu'en 2015. 3 ans de retard, alors que les agriculteurs attendaient beaucoup de cet aménagement. Dans une région aussi sèche, pour les cultures, l'eau est une nécessité. L'eau d'Alqueva vient directement ici. 230 hectares de vignes grâce à l'eau du lac. Cette eau nous aide à mieux arroser et à avoir une meilleure production de raisins. 2,5 milliards d'euros ont été investis dans la région. 65% viennent du Fonds européen de développement régional de l'Union européenne, 35% du gouvernement portugais. Objectif, créer une réserve stratégique d'eau pour lutter contre la sécheresse et développer toute une région. Pour chaque euro investi par l'Europe et le Portugal, le gain est d'1,56 € pour le Portugal. Et ce gain aurait pu être plus important si un aspect n'avait pas été laissé au second plan, le tourisme. Tout ce terrain était le terrain pour le projet Rancao. C'était un projet de grande envergure. Il devait y avoir des activités touristiques, un golf, des logements. Mais un projet finalement abandonné, faute de financement. Et ce n'est pas une exception. À cause du manque de suivi par les autorités et de la crise, plusieurs autres grands aménagements ont été annulés ou reportés. Pire, aucune structure en particulier ne gère l'aspect touristique du lac d'Alqueva. Pour ces professionnels, la peine est double. Ce serait bien que les organismes touristiques accordent plus de place à cette destination. Pour cela, il faut qu'il y ait plus d'aménagements, mais la conjoncture n'aide pas. Nous sommes au point mort. Mais à qui profite le barrage d'Alqueva? Ce journaliste, spécialiste du sujet, dénonce: les installations ont certes attiré des investisseurs, mais des étrangers. La main-d'œuvre qui travaille dans cet oliveraie est roumaine, ukrainienne, brésilienne. Bref, il y a très peu de Portugais ici. Il est très rare d'en voir. Le travail produit vient de l'étranger et va hors de la région. Et ceux qui sont d'ici émigrent. La problématique de l'exode, Francisco Oliveira la connaît bien. Depuis 1994, il est maire de Luz, un village noyé par le lac et reconstruit à l'identique quelques kilomètres plus haut sur la rive. 400 habitants en 2002, ils sont moins de 300 aujourd'hui. Et pour le maire, c'est la faute au barrage. Ils nous ont fait une promesse. Ils nous ont dit que dans la nouvelle Luz, ils allaient construire 15 résidences sociales. Ils ne l'ont pas fait. Les jeunes couples sont partis entre 1995 et 2008 de ce hameau parce qu'ici, ils ne pouvaient pas construire de maison ni acheter de terrain. Depuis, la vie semble s'être arrêtée à Luz. À l'époque, le barrage d'Alqueva suscitait beaucoup d'espoir. 10 ans après la fin des travaux, il reste comme un goût d'inachevé. Et voici donc pour ce reportage réalisé au Portugal par Elisa Bertolomé. En attendant, nous a rejoint sur ce plateau James Ellis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen britannique. Vous faites partie du groupe des réformateurs et conservateurs, c'est bien ça? C'est exact. Et surtout, vous faites partie de la commission des budgets. Vous en avez même été rapporteur il y a quelques années. Alors, on a vu un reportage en fait sur ce barrage au Portugal qui a coûté la bagatelle de 2,5 milliards d'euros, qui a mis 27 ans à sortir de terre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème global de contrôle des fonds européens? Comment est-ce qu'un projet comme celui-là peut prendre 27 ans? Disons que dans les infrastructures, on sait très bien que ça peut prendre beaucoup de temps, serait-ce que pour cette question de barrage, ou pour les autoroutes, ou pour les aéroports, et d'autres choses comme ça. Mais normalement, il y a un poursuivi qui est suivi ne serait-ce que par la Commission elle-même, ou par les gouvernements qui sont concernés, et puis par nous en tant que parlementaires européens,
où nous avons le pouvoir de refuser une décharge sur un budget annuel et nous voyons ça dans notre commission du contrôle budgétaire. Mais est-ce que vous utilisez assez finalement ce pouvoir que vous avez, vous, le Parlement européen, sur ces questions ? Disons que ce que cette commission fait sur le contrôle budgétaire, chaque année, elle doit donner une décharge sur les dépenses de l'année avant. C'est-à-dire que nous avons peut-être une période de 2 ans, une fois que le budget est établi, puis les argents sont dépensés, et puis après, on a l'analyse des fonds. Quand j'étais rapporteur il y a une quinzaine d'années, en fait, ça a amené un décharge qui n'a jamais été donné parce que j'étais celui qui a dit qu'il ne fallait pas le faire parce que, en fait, les conditions n'étaient pas réunies pour en donner. Ça ne se passe pas toujours, évidemment, mais c'était une question de manière dans laquelle les fonds étaient dépensés. Donc, le Parlement a le pouvoir de le faire. Et ce que nous avons besoin en tant que députés, c'est les informations qui viennent des sources publiques, normalement, pour qu'on puisse juger si on donne ces décharges ou pas. Mais le problème, c'est que ces sources, justement, qui viennent certainement des pays, pourquoi ne pas mettre en place au niveau du Parlement européen une vraie commission qui puisse, en elle-même, aller vérifier qu'il n'y a pas de gabegie, qu'il n'y a pas où vont ces fonds et pourquoi est-ce qu'il y a tant de retard? Mais c'est exact, en fait, c'est cette commission du contrôle budgétaire. Moi, je suis sur la commission des budgets depuis presque 30 ans maintenant, mais dans le contrôle budgétaire, où j'ai assisté pour quelques années, là, on a tous les renseignements nécessaires pour les programmes extérieurs ou intérieurs de l'Union. Et si une plainte est déposée, c'est cette commission qui prend en charge pour ramener les gens ensemble et pour voir la vérité et ce qu'il existe. Alors justement, il y a une personne que nous avons vue dans ce reportage qui a une question directe à vous poser. On l'écoute. Pourquoi les responsables européens ne visitent pas, n'accompagnent pas, ne supervisent pas plus l'exploitation des projets comme celui d'Alkeva? Alors James Ellis, pourquoi est-ce que l'Europe ne supervise pas plus? Est-ce qu'au fond, elle ne serait pas bonne qu'à signer des chèques et à ne pas regarder ce qui se passe sur le terrain? Moi, je crois que ce qui se passe normalement, c'est que quand il y a des scandales qui arrivent et que la presse nous amène, parce que normalement c'est la presse qui découvre quand l'argent n'est pas bien dépensé, comme ça il a cette relation de source d'information. Et maintenant avec l'Internet, on a beaucoup moins d'excuses de ne pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Alors à ce moment-là, un dossier était créé, des gens sont responsables de la commission. Alors je dirais dans ce cas-ci à cette personne qui a demandé la question, ramenez-moi les renseignements et on le mettrait dans nos commissions pour voir exactement ce qui se passe. Oui, mais lui, ce qu'il demande, c'est un contrôle global sur tout le projet, comme par exemple un suivi complet d'une agence sur place, parce qu'on voit qu'effectivement la question du tourisme n'a pas du tout été développée, que le projet a mis 27 ans à arriver et qu'en plus le lac artificiel qui doit être fourni en même temps n'est pas complètement terminé. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il y a un problème de suivi, je dirais même plus de gestion de projet sur cette question. Oui, alors la première question que je te poserai, j'imagine que c'est un mélange des fonds nationaux, ce n'est pas seulement le budget européen qui il y a des fonds nationaux également. Donc à ce moment-là, on devrait avoir des structures déjà en place à la Commission européenne avec le gouvernement portugais, de voir exactement ce qui s'est passé dans ce projet, ce qui ne va pas, parce que clairement les choses ne vont pas et que les objectifs ne sont pas réunis. Et à ce moment-là, ce dossier doit être présenté. Moi, je serai le député, si vous voulez, qui pourrait le faire, parce qu'à chaque instant, il faut toujours donner la confiance aux gens, au peuple européen, que les fonds sont bien gérés et que nous avons ce qu'on appellerait en anglais value for money, c'est-à-dire qu'on a une rentabilité quand il y a tellement peu d'argent qui existe pour les projets publics, il faut qu'ils fonctionnent. Alors il y a un autre problème sur les fonds européens, on est censé développer aussi l'emploi autour de ces infrastructures. Or on voit par exemple que sur cette infrastructure particulière au Portugal, mais c'est aussi le cas ailleurs, et bien finalement les emplois créés n'ont pas bénéficié aux locaux, n'ont pas bénéficié aux Portugais. Est-ce que ça, c'est pas un écueil de l'Union européenne de ne pas être capable de protéger ses concitoyens et de leur offrir en fait des possibilités d'emploi? Je crois qu'il y a quand même d'autres cas que celui-ci en Portugal, qu'on entend par exemple les projets en Afghanistan qui sont faits par la communauté internationale, que beaucoup trop d'argent va vers les consultants et pas sur les personnes qui sont sur le terrain.
Et c'est un malheur parfois de cette aide internationale qu'on donne ça aux gens qui se servent de cela pour eux-mêmes et pas pour les buts exacts du projet. Ce que je dirais dans ce cas encore, il faut voir quels étaient les objectifs dès le début. Si c'est écrit que cet argent européen est là pas seulement pour faire l'infrastructure, mais pour créer les emplois locaux, il faut voir pourquoi ça n'a pas été fait. Alors, dernière question très rapidement. La Grèce, l'Espagne, le Portugal sont des pays qui sont un petit peu en chute libre dans la zone euro, qui ont du mal à se redresser face à la récession. Est-ce que le FEDER peut être un levier? Et est-ce que finalement, dans ces moments où on parle de budget tronqué, il ne faudrait pas encore plus finalement lui donner des fonds? Bon, je lirai ma réponse à cela à une grande négociation qui va s'ouvrir au Conseil européen cette semaine. C'est sur le budget pour les prochains 7 ans. À mon avis, on verra qu'on est très restreint pour l'argent qui est disponible et on voit que tout l'argent qui pourrait être donné pour les projets imaginatifs sur l'innovation et la recherche seront coupés pour donner ça aux autres. Et ce que je dirais, c'est que si on n'a pas de décision, ce n'est pas une catastrophe, parce que ce qu'il faut faire dans les fonds, par exemple pour le FEDER, pour ces pays méditerranéens qui sont vraiment en difficulté par rapport aux finances, il faut voir que l'argent est vraiment bien dépensé dans l'intérêt des citoyens et ne pas de faire des couloirs des gens qui ne méritent pas autant. Merci beaucoup, James Helles, d'avoir été notre invité. Pour nous, cette émission est terminée, mais on se retrouve dans 15 jours à Bruxelles avec Katia Gilder et François Bedonnet pour d'autres actualités européennes. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.